Bonsoir à tous. Des nouvelles de la préparation de la prochaine année scolaire. Pour ouvrir ce journal, fréquentation timide, les stands de vente de fournitures scolaires ne grouillent pas encore de monde. À moins d'un mois de la rentrée 2024-2025, les commerçants, eux, ont tout de même pris leur quartier, déjà en installant à travers la ville de Cotonou des points de vente. Le constat est à suivre en ouverture. Clôture des activités de la 4e édition de l'école d'été sur l'intelligence artificielle. 120 seniors, dont 12 venus d'autres pays d'Afrique francophone et 50 juniors du premier cycle du secondaire de l'enseignement ont participé aux travaux. Et puis, 13e édition de Kala Wokoli, la fête des ressortissants d'Abomey-Calavi, célébrant la pâte recyclée de maïs Wokoli en Fongbe. Les festivités organisées par l'AGED, Association des jeunes pour l'épanouissement et le développement, ont drainé du monde. D'ici quelques semaines encore, les écoliers et élèves vont reprendre le chemin de l'école. Déjà, les premiers stands de vente de fournitures scolaires s'installent à travers des points de vente stratégiques, sinon habituels pour la plupart de la ville de Cotonou. Pour l'heure, les articles sont disponibles. Les parents d'élèves viennent, eux, au compte-gouttes. C'est le constat fait par l'une de nos équipes, conduite par Florence Bossa. Ils sont installés un peu partout dans la ville de Cotonou, au bord des voies. Des stands bondés de plusieurs outils scolaires et d'accessoires pour les écoliers et élèves y reprennent bientôt le chemin des classes. Les couleurs de la rentrée 2024-2025 s'annoncent déjà à Cotonou et environ. Ici, sur ce stand, Christophe, le tenancier, y expose un peu de tout ce qu'il faut à un enfant pour bien démarrer la rentrée. Mais pour le moment, l'affluence n'est pas encore au rendez-vous. Bon, ça fait environ la 2e semaine que nous fermons, mais les gens ne sortent pas encore comme cela se doit. Mais un peu, je crois que ça ira. Comme Christophe, bien d'autres vendeurs rencontrés sont pour le moment confrontés à la mévente. Les clients se font désirer, les rendant oisifs par ici. Bon, cette année, nous avons constaté qu'il y a une différence, vraiment une différence, parce que les prix ont un peu augmenté. Bon, pour le moment, il n'y a pas assez de clients. Bon, nous espérons que dans les jours à venir, ce serait plus mieux. Actuellement, nous sommes presque vers la fin des cours de vacances. Donc, on ne va pas remarquer qu'il y a une très grande chose de la vente. Après ça, quand les cours de vacances terminent, c'est-à-dire quand s'annonce déjà les rentrées scolaires, c'est comme ça les parents commencent à se manifester un peu, mais c'est dense quand la rentrée commence. Plus qu'un devoir parental, l'achat des fournitures scolaires fait partie des dépenses de souveraineté de la famille à la veille de chaque rentrée. Certains en sont conscients et s'y prennent tôt pour ne pas être surpris. D'abord, je veux m'imprégner des prix qui se font ici par rapport à d'autres stands. Autant c'est la prévoyance. Vous devez savoir que, qu'on le veuille ou pas, la date nous surprend toujours. Et il faut prendre déjà les mesures à temps pour ne pas être surpris. Et là, ça va être les derniers réglages parce qu'il n'y a pas que les fournitures. Et je suis venue demander les prix des cahiers pour mes petites soeurs. J'ai vu que les prix des cahiers sont les mêmes par rapport à celui de l'année passée. J'y rends compte à ma maman que c'est comme ça, j'ai vu les prix, que c'est très bon. On va se préparer et venir acheter. Conformément au calendrier scolaire, la rentrée est prévue pour le début de la 2e décade du mois de septembre. Les vendeurs rencontrés sont pour l'heure partagés entre doutes et désespoir, espérant couler leurs marchandises. Parlons toujours marchandises. Ils sont de véritables acteurs du marché d'Antoquois. Les porteurs appelés dans un patois local plus familier pousse-pousseurs.
Ils ne sont pas épargnés par la délocalisation annoncée du grand marché d'Antokpa. Eh bien, une équipe de notre rédaction s'est rapprochée d'eux pour recueillir leur perception au sujet de cette décision annoncée. Ils s'apprêtent déjà, comme tous les autres commerçants du marché, et on le découvre dans ce reportage de Esther Tofa présenté ici par Ingrid Day. C'est le quotidien de ces hommes dans le marché d'Antokpa. Ils sont souvent sollicités pour porter et transporter les courses des usagers. Au sujet de la délocalisation annoncée de ce marché, ces porteurs ne cachent pas leurs inquiétudes. C'est une situation pitoyable pour nous puisque c'est un endroit qui nourrit plusieurs personnes et on veut délocaliser. Si on délocalise le marché, on aura du mal avec le transport pour aller travailler ailleurs. Si on enlève, on va souffrir, non? Conscients de ce changement prochain, certains se préparent afin de s'adapter aux réalités qui vont s'imposer. D'autres, par contre, implorent les autorités et les invitent à revoir la décision. Comme nous sommes en train d'informer la population, donc nous sommes obligés d'accepter comme ça. Donc la population s'apprête déjà. Donc il n'y a pas de souci. On peut réhabiliter ce marché. C'est un marché qui fait partie de l'histoire. C'est significatif. Si on délocalise cela, plusieurs personnes vont connaître la faillite. Qu'ils revoient leur copie. Tel que les autorités l'ont dit, on accepte. Nous n'avons pas d'autre choix que de nous conformer. Présenté comme le plus grand marché à ciel ouvert de la sous-région ouest-africaine, le marché d'Antokpa constitue un véritable vivier économique. Les usagers, commerçants et porteurs perçoivent donc sa délocalisation comme un véritable bouleversement dans leurs activités au quotidien. Le département de la Donga dispose désormais d'une coordination du réseau des femmes leaders religieux et traditionnels du Bénin. C'est à la préfecture de Djougou que les membres de la coordination départementale de ce réseau exclusivement réservé aux femmes sont entrés dans leurs nouvelles fonctions. Abdou Sabi Idrissou était à la cérémonie et voici le point qu'il nous en fait. Voici les membres devant siéger au sein de la coordination départementale du réseau des femmes leaders religieux et traditionnels engagées pour l'autonomisation des filles et femmes du Bénin, au nombre de 4. Elles ont été officiellement installées au cours de cette cérémonie présidée par Sa Majesté Adjinyo Natabou, présidente du dit réseau. Nous voulons rappeler que notre réseau, le réseau des femmes leaders religieux traditionnels, œuvre pour que les pratiques rétrogrades, les dogmes, les construits sociaux qui feraient le développement de la femme et de la fille soient abandonnés. La dignité humaine, elle est sacrée. Encore plus la dignité de la femme. Donc, nous devons être dignes et avoir confiance en nous-mêmes. À travers la signature des procès-verbaux, les membres de cette coordination départementale dirigée par Clémence Azoumayarou entrent désormais en plénitude dans leurs fonctions. C'est un jour mémorable pour moi, inoubliable de ma vie. Ça marque aussi un pas décisif pour moi. Et je vous promets, Madame la Majesté, que je ne vous trahirai pas. Je vous prouverai de quoi je suis capable. Nous allons travailler ensemble. Merci, Sa Majesté. Depuis sa création, ce réseau s'est résolument engagé pour l'inclusion sociale des filles et femmes sans discrimination aucune. Pour le représentant de la directrice des affaires sociales d'Onga et le président de l'IDECODE Alafia, plusieurs défis attendent d'être relevés par ces femmes. Je commence par des défis, c'est-à-dire des lacunes à combler. La première lacune, vous êtes des leaders. Et quand on est leader, on doit pouvoir avoir honte
de voir sa nation se déserter, surtout quand c'est les femmes qui, découragées, quittent les lieux et vont mourir dans les flots. Le deuxième défi va être que quand on est leader, on ne se plante pas quand les politiciens arrivent pour se mettre à danser, à les flagorner, à les flatter. L'engagement de la présidente de ce réseau créé en 2023 pour réduire les facteurs freins au bien-être de la gente féminine n'est plus à prouver. Elle œuvre autant que faire se peut à travers ses nombreuses initiatives et actions pour l'épanouissement des filles et femmes du Bénin. Et voilà, la 4e édition de l'école d'été sur l'intelligence artificielle a pris fin. Une édition qui a connu la participation de 120 seniors, dont 12 venus d'autres pays de l'Afrique francophone et 50 juniors venus des classes de 6e en 3e. Sur la base des biens et des connaissances acquises, ces apprenants ont réfléchi et développé leur savoir-faire sur différents projets. Suivez le reportage de Jules Etcho présenté ici par Florence Bossa. Ils sont plus d'une centaine de juniors comme seniors en provenance de 10 pays d'Afrique francophone à acquérir des connaissances sur l'intelligence artificielle. Ces jeunes ont assidûment travaillé pendant plus de 3 semaines avec des facilitateurs nationaux et internationaux assortis de retombées positives en termes de conception de projets. L'objectif de notre projet est d'assembler et de programmer le chat à bras robotisé. Basé sur une technologie d'IA, notre projet consiste en la réalisation d'un compteur d'énergie électrique. Nous avons été formés sur des sujets variés et passionnants, tels que la programmation, la robotique et le machine learning. Grâce à votre soutien généreux, nous avons pu participer à cette école d'été sans aucune contrainte financière. En 25 ans, la Fondation Vallée a remis 80 000 bourses d'études en France, au Bénin et au Vietnam. Il serait difficile de trouver une fondation privée qui en a fait autant. Elle a institué un réseau de 14 bibliothèques, dont 11 au Bénin, qui ont compté en 2023 un total de 4 millions de visiteurs. Et elle soigne en partenariat avec l'Agence pénitentiaire du Bénin l'ensemble des détenus du pays, avec un total de 35 000 consultations médicales, plus prise en charge gratuite, prise en charge des ordonnances pendant l'année 2023. Axée sous la coupole de la Fondation Vallée France, cette initiative de la Fondation Vallée et de l'organisation non gouvernementale Bénin Excellence a bénéficié de l'aide à financement de la France et le programme des Nations Unies pour le développement. Je voudrais saluer de ce point de vue le choix de la Fondation Vallée et de Bénin Excellence d'investir dans l'éducation en faisant le pari de l'intelligence humaine pour contribuer au développement. Je remercie également les institutions et les entreprises françaises qui ont apporté leur soutien à ce projet. Ce sera donc l'occasion de présenter à vos parents, familles et encadreurs de manière concrète ce que vous avez pu réaliser suite aux différents enseignements reçus. Chers jeunes gens et jeunes filles, émerveillez-nous. Je tiens à souligner que cette école d'été n'a été qu'une première étape de votre parcours en intelligence artificielle. Pour rendre plus agréable cette cérémonie de clôture, un tableau artistique du club de danse des adolescents de Bénin Excellence a été présenté à l'assistance. Après avoir pris connaissance de l'intitulé de chaque projet, les autorités se sont dirigées vers les stands pour se renseigner sur le contenu de chacun des projets. Au total, 16 projets dont 6 par les juniors ont été mis en place par ces 50 lycéens béninois de la 6e en 3e. Maël Leroux-Bellou. Les nouveaux bacheliers et parents d'élèves de la ville de Natitingou peuvent désormais choisir très facilement une filière de préférence à la faveur d'une journée dite d'orientation et d'information
Initiés par l'Agence nationale de promotion de l'emploi, ANPE, ils ont été outillés sur les différentes offres de formation pourvoyeuses d'emploi, les universités du Bénin et leurs filières. Les conditions d'accès à ces établissements de formation ont été également évoquées. Alassane Aroula. Comment le nouveau bachelier peut-il réussir une bonne orientation dans le choix d'une filière pourvoyeuse d'emploi? C'est toute la problématique de cette journée d'orientation et d'information de l'élève et de l'étudiant initiée par l'Agence nationale de promotion de l'emploi ANPE à l'endroit des futurs étudiants et parents d'élèves de la ville de Nati Tengo. Nous avons constaté en amont que le jeune étudiant, quand il finit sa formation, quand il est sur le marché du travail, il est confronté à une équation. Quand on lui demande « mais pourquoi tu as choisi cette formation ?», il est incapable de répondre. Et c'est là qu'il se paye, il dit en réalité, ce n'est pas ce qu'il avait voulu, c'est ses parents qui lui ont dit de faire ça, ou bien on l'a classé malgré son choix. Alors il se pose fondamentalement un problème, c'est le problème d'orientation. C'est pour ça que nous sommes arrivés à Nati Tengo ce matin pour échanger avec ces jeunes, mais surtout avec leurs parents, sur les clés, sur les éléments clés dont il faut tenir compte pour réussir vraiment une orientation gage de succès de son insertion professionnelle. Au nombre de ces éléments clés nécessaires à un bon choix, le chargé de l'orientation à l'ANPE propose 3 facteurs. D'abord, qu'est-ce qui passionne l'enfant? C'est la première des choses. Deuxième chose, en quoi il est le meilleur? Quelles sont les disciplines, les matières dans lesquelles il excelle pour faire un lien avec le métier qu'il pourra exercer plus tard? Et troisième facteur, qu'est-ce qui est demandé aujourd'hui ou dans un très court terme sur le marché du travail? Les besoins de l'économie. C'est la convergence de ces 3 cercles qui fondent vraiment une bonne orientation. Et c'est ces clés que nous avons partagées avec les parents, surtout en mettant l'accent sur le fait de ne pas imposer son choix aux enfants. Au cours de ces échanges qui se sont déroulés dans une ambiance participative, 4 panélistes ont bien voulu partager avec l'assistance leur parcours et leurs expériences personnelles. Parmi eux, Ousmane Batoko, ancien président de la Cour suprême, dont l'intervention a le plus captivé l'attention des participants. Se féliciter de cette belle initiative de l'ANPE. Ensuite, c'est de dire aux jeunes gens dont nous souhaitons une bonne orientation de leur formation, qu'ils aient foi en eux-mêmes, dans les choix qu'ils vont opérer au regard des filières qui les tiennent à cœur. Au sortir de cette journée d'orientation, ces futurs étudiants à la quête d'une filière pourvoyeuse d'emploi partent aguerris puisqu'ils connaissent désormais les différentes offres de formation, les universités du Bénin et leurs filières, ainsi que les modalités d'accès. Santé maintenant dans cette édition. Les personnes souffrant de diabète peuvent se rendre dès maintenant au centre hospitalier universitaire départemental de Louémé-Plateau, si à Porto-Novo, pour bénéficier d'une prise en charge quasi gratuite de la rétinopathie diabétique. La campagne est lancée par le Lions Club International District 403 A4. Pendant 6 mois, cette forme de la maladie prise en charge expose le diabétique au risque de cécité. L'opération va également permettre à tous ceux qui le désirent de connaître leur état par rapport au diabète. Plus de détails dans ce reportage. Bonne nouvelle pour les populations de Porto-Novo et du département de Louémé en général. Elles peuvent désormais, grâce au Lion du Bénin, district 403 A4, se faire dépister et se faire soigner de la rétinopathie diabétique. La rétinopathie diabétique est en fait l'ensemble des complications qui vont suivre l'excès de sucre dans le sang circulant. Le sucre fait que l'oxygène fait mourir les cellules de la rétine. Et ça aboutit à un certain nombre de complications qui vont amener inéluctablement à une cécité. Et il faut lancer le message que tout diabétique doit périodiquement faire un fond d'œil, dépister les premiers signes de la manifestation de cette maladie. Et la bonne nouvelle pour les populations,
et en collaboration et en harmonie avec le CHUD. Et pendant les 6 prochains mois, nous avons décidé d'offrir gracieusement aux populations en général. Les frais de dépistage du diabète sont gratuits et les actes sur tous les équipements que nous avons fournis se feront à 5 000 francs à l'intérieur du CHUD OP. En gros, si je me résume, un laser qui coûte peut-être à l'extérieur 60 000 se fera à 5 000 francs pendant la durée du projet. Et ceci se justifie par quoi? Les Lions Club sont une organisation humanitaire. Et une organisation humanitaire qui offre des équipements à un centre doit veiller à ce que les prix pendant la période du projet soient des prix humains, des prix sociaux. Donc, les prix sont exclusivement sociaux et vont durer les 6 prochains mois. Cette action sociale des Lions du Bénin, district 403 à 4, entre dans le cadre du projet SFP 2142, financé par la Fondation du Lions Club International. Le projet a démarré par le don en septembre 2022 d'un important lot de matériel de dernière génération permettant de dépister et de traiter la rétinopathie diabétique. Le projet SSP 2142 est estimé, si on le met ensemble avec les projets TAC, à près de 250 000 $. Cette phase 2 sera surtout marquée par une intense mobilisation afin de recruter le maximum de diabétiques possibles pour pouvoir les dépister. Donc nous comptons sur tout le monde pour que cette ambition de diagnostiquer très tôt les complications du diabète puisse s'opérer. Le top est ainsi donné et les populations sont attendues au CHUD de Porto Novo pour bénéficier d'une prise en charge quasi gratuite en cas de rétinopathie diabétique. La 70e, et là nous sommes en religion, du pèlerinage à la grotte mariale de Dassazoumé s'est achevé hier. Le voyage de dévotion démarré depuis vendredi s'est refermé comme tous les ans avec une grande célébration eucharistique. La messe pontificale a été présidée par Jean-Claude Ulrich, archevêque de Luxembourg. Le thème retenu pour la rencontre spirituelle cette année est intitulé « Avec Marie, prions pour l'unité et la paix ». Les détails avec Imet Elena Moussou. Venus d'horizons divers, les chrétiens catholiques sont allés cette année encore se recueillir au pied de la Vierge Marie. Grand événement de rencontre et de prière, le pèlerinage marial à la grotte Notre-Dame-Arigbo de Dassazoumé a une fois de plus drainé du monde. La force d'attraction que la dévotion mariale exerce sur chacun de nous est donc orientée vers le Seigneur. Et nous sommes venus ici comme des amis de Dieu, des chercheurs de Dieu et des adorateurs de l'unique Dieu vivant et vrai. Étalé sur 3 jours, le rassemblement cette année est couplé avec la célébration du jubilé des 70 ans de création de ce lieu saint, ponctué comme il est de coutume de séances d'adoration, récitation de chapelet, concerts spirituels, chemin de croix puis d'intenses moments de méditation. La rencontre s'est achevée ce dimanche avec la messe pontificale, présidée par Jean-Claude Cardinal Ulrich, archevêque de Luxembourg. Dans son homélie qui a suivi les premières, deuxième lecture ainsi que l'évangile, le célébrant a surtout mis l'accent sur le thème retenu pour ses retrouvailles. Avec Marie, prions pour l'unité et la paix. Il a également invité les fidèles à non seulement prier mais aussi se retourner vers la Vierge Marie pour demander de plus en plus son secours et à se reconnaître en elle. Nous appartenons au saint peuple de Dieu, ensemble avec notre bonne maman Marie, qui est la mère de l'Église. C'est elle que, selon les enseignements de son Fils, et fidèle à la volonté du Père, nous engage comme apôtres de la paix et de l'unité. Et saint Paul fait bien, dans la deuxième lecture que nous venons d'écouter, de nous inviter résolument à la prière. Présent pour la circonstance aux côtés des milliers de pèlerins, de même que les responsables de l'Église catholique, autorités à divers niveaux, têtes couronnées et autres invités ont aussi prié pour le Bénin et demandé au Tout-Puissant d'éclairer davantage les gouvernants. Nous sommes honorés de participer à ce grand événement d'union, d'unité, où les paroles sont très touchantes et les paroles nous invitent à nous accepter
à être justes les uns envers les autres. Avec Marie, prions pour l'unité et la paix, un thème assez évocateur. Ça veut dire que nous allons continuer toute cette année de prier pour l'unité et pour la paix. Nous allons demander à la Vierge Marie de nous unir, de nous garder comme elle le fait. Je crois que nous avons besoin de la paix au Bénin, nous avons besoin de l'unité pour que le Bénin, notre pays, soit un pays de paix, un pays uni. C'est très important pour nous. Et nous demandons à ce que les autorités aussi suivent un peu ce que se dit et que la paix puisse vraiment régner. Pour cette 70e édition du pèlerinage marial, des délégations sont aussi venues du Togo, la Côte d'Ivoire, le Nigeria, le Burkina Faso, le Niger et même la France. Tous autant que leurs frères du Bénin sont repartis, le cœur et les mains chargés de bénédictions. Les fils et filles d'Abomey Calavi donnent la preuve du rassemblement d'une communauté tout entière autour du patrimoine culinaire de la localité. Il s'agit de la 13e édition de Kala Wokoli, une initiative de l'Association des jeunes pour l'épanouissement et le développement à Jed pour promouvoir le relief de pâtes de maïs. Marlène Azinambé. Sur cette place publique de la commune d'Abomey Calavi, les membres de l'association des jeunes pour l'épanouissement et le développement AGED et des invités venus de tous les arrondissements de Calavi. Ils se sont donné rendez-vous pour déguster un mets dont ils font la promotion depuis plus de 10 ans. Il s'agit du wokoli, la pâte recyclée. C'est le moyen trouvé pour valoriser non seulement ce mets, mais aussi d'autres plats endogènes. Nous sommes nés au Bénin, et principalement dans le village Abomey Calavi. On nous a appris que la nuit, quand on mange la pâte, le lendemain, on n'a pas l'habitude de jeter les pâtes. Donc, le lendemain, c'est ce qui est rejeté avec la sauce d'hier, c'est ce qu'on appelle le colibri. Au cœur donc de cette initiative, la promotion du consommation local comme vecteur de développement économique du Bénin. Elle colle aussi très bien avec la vision du chef de l'État qui œuvre pour la promotion des valeurs locales, une vision qu'épouse le parrain de cette 13e édition. Je remercie ceux qui ont eu cette belle initiative et je vais demander à tout un chacun de nous, toutes les autorités de Calavi, j'aimerais bien aujourd'hui être accompagné de plusieurs autorités qui ont fait pareil que moi, afin que cette fête puisse prendre vraiment plus d'ampleur et soit pourquoi pas reconnue sur le plan international, comme l'a tout souhaité notre chef d'État. Personne n'ose croire qu'on pourrait parler d'une fête concernant Wokoli, la pâte de la veille, qualifie-t-on généralement, et qui a fait en sorte que le Bénin soit qualifié de quartier latin de l'Afrique. Kala Wokoli est une idée originale qui va au-delà d'une simple réjouissance. Les soutiens à l'événement dont bénéficient les organisateurs et leurs témoignages en disent long. C'était donc important pour moi de venir à cette manifestation à l'invitation du parrain de l'événement qui est M. Corneille Atindéou, un ami personnel. Je voudrais le remercier le président d'organisation, remercier le président fondateur de cette manifestation. Ça, c'est la 13e édition. Je crois qu'on va fêter d'autres éditions. L'édition 2024 de Kala Wokoli, c'est fini. La pâte recyclée et les autres mets endogènes ont eu une fois encore le mérite de rassembler les fils et filles de Calavi, mais également ceux venus d'ailleurs. Allez, gros appétit si vous êtes à table. C'est tout pour cette édition. Belle soirée.